Le détachement des travailleurs dans le pays de l'Union européenne et les conditions dans lesquelles il s'effectue est un enjeu majeur pour la préservation des droits des salariés et pour l'emploi. C'est un sujet consensuel dans cette Assemblée. La proposition de résolution en discussion a été adoptée à l'unanimité lors des commissions. La prochaine étape sera la réunion des ministres européens du travail le 9 décembre prochain. Dans cette perspective, les écologistes saluent le plan de lutte contre le travail illégal et le détachement abusif de travailleurs européens en France, présenté le 27 novembre dernier par vous-même, Monsieur le ministre. Ce plan est une avancée pour responsabiliser les entreprises donneuses d'ordre en cas de contournement des règles et de détachement par un de leurs sous-traitants. Le travailleur détaché est celui qui travaille dans un autre État membre que celui où il exerce habituellement son activité et où est basé son employeur. Cela concerne près de 1,5 million de personnes en Europe. En France, 45 000 déclarations ont été effectuées en 2011, soit 145 000 salariés. Cela correspond à une augmentation de 17% par rapport à l'année précédente. C'est donc bien un phénomène en pleine croissance et pour cause. Il joue, ce phénomène, sur l'absence d'harmonisation du droit du travail et de la protection sociale en Europe et consiste à abaisser le coût du travail pour des entreprises qui utilisent bien souvent la sous-traitance pour réaliser leurs activités. Le rapport d'information sur la proposition de résolution européenne formulée par les parlementaires français au sujet de la directive sur le détachement de travailleurs a bien souligné les imprécisions et les manques de rigueur de la directive d'application proposée. D'une part, car elle est insuffisante et n'encadre pas assez les conditions du détachement, et d'autre part, car elle laisse la porte ouverte à de nombreuses fraudes qui amplifient la pratique du dumping social. Ces pratiques, bien connues, s'exercent dans un contexte propice à leur développement. Une économie mondialisée, sans institutions démocratiques régulatrices et une Europe en crise. En septembre, l'Office statistique de l'Union européenne annonçait que le chômage atteignait 12% de la population active en Europe, soit près de 20 millions de personnes dans les 17 pays. C'est près d'1 million de plus que l'année dernière. Les causes, nous les connaissons. Une économie ultralibérale basée sur la libre concurrence, une croissance européenne quasi nulle en 2013, des filières économiques du passé portées à bout de bras par les pouvoirs publics, des institutions européennes mal outillées et trop peu démocratiques. Autant d'éléments qui s'ajoutent à la financiarisation mondiale de l'économie, qui ne se préoccupe des frontières que pour les utiliser à son avantage. Par exemple, justement, lorsqu'elle, ces fameuses frontières, favorise la pratique du dumping social pour toujours plus de profits non redistribués. Enfin, non redistribués, si, on le sait, à une poignée d'actionnaires, au détriment souvent des travailleurs et des sans-emploi. La crise sociale qui gronde, le danger des replis sur soi, c'est plus qu'un enjeu économique. Car au milieu de cela, c'est la jeune génération que nous sacrifions. En juillet dernier, à Berlin, comme le 12 novembre à Paris, les sommets pour l'emploi des jeunes en Europe s'enchaînent pour lutter contre le chômage massif et redonner les perspectives aux quelques 7,5 millions d'Européens entre 15 et 24 ans, sans emploi ou sans formation. La France a inscrit la priorité à la jeunesse dans le pacte de croissance européen. Et c'est de tous les jeunes Européens dont nous nous préoccupons ainsi. Au final, la situation actuelle, c'est l'échec de l'Europe libérale qui a prédominé jusqu'à présent. Il faut donc changer le logiciel, lancer enfin une transition de notre modèle économique et entrer dans l'ère de l'Europe sociale. Le principe de dérégulation totale du marché du travail, le travail comme un marché, les travailleurs comme des marchandises, est remis en question même par les plus réticents. En Allemagne, on annonce la création d'un revenu minimum généralisé. Et José Manuel Barroso lui-même disait récemment que les abus du détachement des travailleurs nourrissaient certains populismes. En 2005, déjà, le résultat du référendum sur le traité constitutionnel européen avait montré les craintes des Français envers une Europe qui ne les protégeait pas assez du libéralisme et de la concurrence libre et non faussée. Certains avaient voté non, inspirés par l'illusion d'un nationalisme protecteur, mais, on le sait tous, beaucoup d'autres, à travers leur refus du TCE, disaient surtout qu'ils souhaitaient une Europe démocratique et sociale. Ceux-là sont favorables à la construction européenne, mais ils nous demandent, à nous la gauche, de nous battre pour que l'Europe respecte les individus,
avant les marchés financiers qui ne sont même plus les mirages d'une économie du plein emploi. Notre chantier, c'est donc celui-là avant tout. Même si nous ne sommes pas toujours compris, même si certains font de l'Europe le bouc émissaire à des fins populistes et électoralistes, nous sommes convaincus, et nous voulons convaincre, que c'est grâce à une Europe de la coopération et à une Europe fédérale que nous trouverons le moyen de vivre mieux. Si nous nous y engageons véritablement, avec nos valeurs et nos solutions, nous pourrons y arriver. Pour stopper la logique du moins-disant social, ces solutions existent. Il faut une harmonisation des normes sociales et fiscales en Europe sur le temps de travail, sur la protection sociale et sur le revenu minimum. Je sais, Monsieur le ministre, que vous y attelez. En l'absence de cette harmonisation, les salariés européens continueront d'être mis en concurrence et le nivellement continuera de se faire vers le bas. Si la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne est un de ses principes fondateurs, elle doit se faire au bénéfice de tous. L'ambition de cette résolution européenne dont nous débattons est de mettre en place des outils pour lutter contre le phénomène de contournement ou de fraude de la législation. Elle cherche à protéger les travailleurs. Elle doit contribuer à restaurer un développement économique viable et vivable. Ainsi, nous approuvons la proposition de création d'une agence européenne de contrôle du travail mobile en Europe qui aurait pour mission l'observation des infractions, le suivi des législations nationales, la formulation des propositions d'amélioration de la réglementation européenne. Cela permettra aux États membres d'avancer ensemble et au même rythme. Dans la même logique, la création d'une carte électronique sécurisée du travailleur européen pourrait permettre un contrôle plus aisé des entreprises et de leurs pratiques. Sur ce point, je rappelle l'attachement des écologistes aux libertés fondamentales, à la liberté et au respect du droit individuel. Le contrôle qu'il faut opérer est un contrôle des employeurs, un contrôle des pratiques des entreprises donneurs d'ordre, celles qui font appel à des sous-traitants pour réduire les coûts de production. Comme dans d'autres domaines, la chaîne est complexe et les responsables souvent bien loin du délit. Ce n'est donc pas le travailleur qui est la cible, les contrôles au contraire sont là pour garantir leurs droits. Pour cela, nous saluons le point 18 qui renforce la spécialisation des inspecteurs du travail, ainsi que le point 17 appelant à une coordination de l'ensemble des acteurs concernés afin de déjouer les pratiques frauduleuses. Ce sont des points essentiels pour lutter contre la délinquance financière. Autre dispositif visant à responsabiliser les acteurs économiques, la fameuse liste noire, qui est un outil majeur pour agir directement sur les entreprises et les prestataires indélicats. Les entreprises répertoriées seront sanctionnées et ne pourront plus accéder aux marchés publics ou fournir des prestations pendant quelque temps. De plus, la création d'une déclaration de sous-traitance obligeant les entreprises donneuses d'ordre à déclarer le recours à une entreprise sous-traitante serait une excellente mesure. Enfin, dernier point et non des moindres, nous saluons l'objectif de parvenir à la définition d'un salaire minimum de référence en Europe. Nous souhaitons le voir mis en place rapidement et demandons à notre ministre, M. Sapin, d'en répéter autant que de besoin la nécessité auprès de ses homologues européens. Car cette proposition de résolution montre dans l'unanimité qui nous unit ici que la France est prête à jouer un rôle moteur pour la construction d'une Europe sociale. Cette unanimité donne mandat et légitimité pleine et entière à notre ministre du Travail, pour les Français, pour tous les citoyens européens, pour porter notre détermination à améliorer leurs conditions de vie. Oui, la France doit être un moteur de cette nouvelle Europe. Plus généralement, la France doit être précurseur dans la recherche de l'excellence sociale et environnementale. Monsieur le ministre, je ne vous étonnerai pas en reprenant le fait que nous soutiendrons plus souvent les logiques de l'économie sociale et solidaire, qui est, dans notre contexte difficile, l'autre piste pour enclencher aussi le cercle vertueux. Avec plus de 11 millions d'emplois dans l'Union européenne et une entreprise sur 4 créée dans ce secteur, l'économie sociale et solidaire est un véritable levier pour la sortie de crise en Europe. Ces entreprises contribuent de manière significative au modèle social européen et à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, notamment en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, pour l'emploi et l'innovation. Les députés français et européens écologistes poussent pour assurer à ces entreprises, aux formes juridiques variées, mutuelles, coopératives, associations, l'accès à des financements suffisants et durables, notamment à travers les fonds structurels européens comme le FEDER ou le FSE. Les enjeux sont importants. Il en va de la poursuite de la construction et de la stabilité européenne. Ce projet communautaire doit être soutenu et porté par ses citoyens
qui ont besoin de signaux indiquant que les institutions et leurs représentants ont compris l'urgence de la situation et qu'ils sont décidés à faire de l'Europe un territoire de vivre mieux. Un territoire qui ne place plus le travailleur polonais et le travailleur espagnol en concurrence, mais qui instaure plus d'égalité et un revenu minimal européen.